La matinale RCF, le grand invité. Le triste spectacle à l'Assemblée la semaine dernière a remis un coup de projecteur sur nos institutions. Au fond, quel est le rôle de l'Assemblée, du Sénat? Il y a aussi le Conseil économique, social et environnemental qui a institué la Convention citoyenne. Les institutions voulues par le général de Gaulle pour la Ve République ont bien changé depuis le 4 octobre 1958. On en parle ce matin avec Hervé Guémard. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre, vous êtes aujourd'hui président de la Fondation de Gaulle. Vous êtes aussi président du Conseil départemental de la Savoie. Peut-être commençons par là, nous sommes en pleine vacances scolaires. En décembre, il y avait très peu d'enneigement. Comment se passe la saison pour les stations de ski ? Alors évidemment que ça dépend des massifs, mais en tout cas dans l'espace Savoie-Mont-Blanc qui réunit la Savoie et la Haute-Savoie, on a jusqu'à présent une assez bonne fréquentation. Vous savez, on a bientôt le salon de l'agriculture. Qui commence samedi. Voilà, et on dit toujours c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc vous faire un pronostic sur la saison en cette fin février est un peu hasardeux, mais certes il y a moins de neige, mais on peut skier, il y a du soleil et je pense que les touristes sont contents, en tout cas c'est ce que disent les enquêtes de satisfaction. Ces stations de ski, elles sont pointées du doigt pour leur impact écologique entre consommation d'énergie, consommation d'eau. Vous êtes président du Conseil départemental de la Savoie depuis près de 15 ans. Comment vous avez vu l'évolution de la prise en compte de ces enjeux ? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je veux dire, les stations de ski sont victimes du réchauffement climatique. Elles n'en sont pas à l'origine. On ne fustige pas d'autres lieux de vacances où on consomme autant d'électricité. Donc il ne faut pas inverser la charge. Il y a une consommation particulière avec les canons à neige notamment ? Oui, ben on utilise de l'eau qui n'est pas traitée, dans laquelle il n'y a aucun adjuvant, et l'eau retourne à l'eau. C'est-à-dire que les retenues collinaires qui permettent l'enneigement avec les canons à neige n'enlèvent pas de l'eau au cycle de l'eau. Et quand on regarde la quantité d'eau utilisée par rapport aux autres usages, y compris récréatifs comme les piscines, c'est que ce n'est seulement quelques pourcents. Donc je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce faux sujet. Et depuis 15 ans que vous êtes président de ce conseil départemental, vous avez vu une évolution tout de même de la prise en compte de ces enjeux ? Alors je ne suis pas seulement depuis 15 ans président du conseil départemental, je suis né dans ma vallée de Tarentaise, donc j'ai connu enfant des hivers très enneigés, d'autres moins enneigés. Il est absolument évident qu'on a moins de neige qu'auparavant, puisque la montagne, comme l'Antarctique ou l'Arctique d'ailleurs, subissent plus que les autres zones l'accélération du réchauffement climatique. Je veux dire, quand on voit les glaciers, que ce soit à Chamonix ou chez moi en Tarentaise, à Tignes, c'est absolument irréfutable. Il y a évidemment cette grande transformation. Dire qu'on ne pourra plus skier, c'est hasardeux. Parce que finalement, on a besoin de moins de neige qu'avant pour pouvoir skier. Pourquoi ? Parce que d'une part, les pistes sont beaucoup mieux entretenues qu'elles ne l'étaient. Elles sont engazonnées, les pierres sont enlevées. On a des conventions avec les agriculteurs pour l'utilisation l'été en alpage. Et d'autre part, l'enneigement artificiel permet de pouvoir skier. D'ailleurs, c'est ce que font d'autres massifs alpins depuis bien plus longtemps que nous. Je pense notamment aux Dolomites en Italie du Nord où on skie entre les rochers. Hervé Guémard, vous êtes aussi président de la Fondation de Gaulle et on voulait évoquer ce matin avec vous nos institutions, puisque quand on a regardé le spectacle la semaine dernière à l'Assemblée et la semaine d'avant, on se demandait si l'Assemblée était encore l'institution qu'il nous fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'institution de l'Assemblée nationale telle qu'elle est, dans un contexte où le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue, eh bien c'est une institution qui fonctionne encore ? Bien sûr, il faut qu'elle fonctionne. Ce n'est pas parce que quelques députés irresponsables pervertissent nos institutions qu'il faut, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le général de Gaulle a créé des institutions solides en 1958, pas tout seul d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'il y a eu un intense travail pendant l'été 1958 et beaucoup de travail les années précédentes, parce que beaucoup d'hommes politiques, de juristes estimaient que la République précédente, qui a d'autres mérites en tout cas, ne marchait pas sur le plan institutionnel. Vous savez, l'année prochaine, la Constitution de la Ve République va dépasser en durée le record absolu qui était la Troisième République. Bon.
ce qui montre ses capacités d'adaptation. Donc il y a suffisamment de ressorts cachés, si je puis dire, dans ces institutions pour qu'elles fonctionnent. On a vu qu'elles fonctionnaient pendant les cohabitations. Là, nous avons, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale et du comportement irresponsable de certains parlementaires, ce très désolant spectacle, mais ça ne remet pas en cause les institutions. Moi, je pense qu'il y a une chose qui manque, et il n'est pas besoin de réformer la Constitution pour cela, c'est qu'avant l'élaboration de la loi, on ait des procédures de concertation plus poussées avec les citoyens que ce n'est le cas aujourd'hui. Parce que dans le schéma représentatif habituel, on élit un député pour 5 ans, et après, 5 ans après, on dit on est content ou pas, on revote pour lui ou pas. On a complètement changé de monde. Donc maintenant, il faut une négociation et une consultation permanente. Est-ce que le compromis, ça existe encore en France, ou est-ce que ça peut la France n'a jamais été un pays de compromis. Je veux dire, quand on regarde l'histoire de France sur la longue durée, au moins depuis 2 siècles, et qu'on la compare avec l'histoire de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis, on se rend compte que notre pays fait peu de réformes, mais beaucoup de révolutions. Ça, je ne sais pas si c'est notre génie national, mais en tout cas, c'est ce que notre histoire nous enseigne. Hervé Guémard, on a souvent dit que la Ve République était faite par et pour De Gaulle. Alors vous rappelez que finalement, elle va compter en durée plus longtemps que la Troisième République, qui était le régime entre guillemets le plus stable de toutes les républiques qu'on ait connues. Est-ce que la marque De Gaulle, elle a réussi à le dépasser en durée, et cette adaptabilité des institutions, elles ont réussi à se faire? Oui, parce que les sources de la Constitution de 58 sont beaucoup plus variées qu'on ne pense. Par exemple, on parle beaucoup du 49.3. Qui est cet article qui permet d'adopter un texte, sauf si une motion de censure renverse le gouvernement. Ça, c'est pas une idée de De Gaulle, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est dans la Constitution allemande, depuis 1949. Et personne ne s'offusque que ce Misstrauen Votum, c'est-à-dire le vote de défiance qui existe en Allemagne, existe aussi en France. Je veux dire, il y a un moment où il faut décider, et que chacun prenne ses responsabilités. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué que l'on puisse utiliser le 49.3 pour faire adopter un texte. Après tout, Michel Rocard l'a fait en son temps, je crois, à 40 reprises. Le 47.1, c'est plus nouveau. Oui, enfin, c'est un article qui a toujours existé dans la Constitution, et ça fait partie des outils qui sont à la disposition du gouvernement, et moi, ça ne me choque pas du tout qu'il soit utilisé. Dans la vie, il faut débattre, mais il faut décider. Voilà. Il y a l'Assemblée, il y a aussi le Sénat, il y a plein d'autres, une myriade d'autres institutions. Emmanuel Macron fait un peu sienne d'ailleurs ces institutions. Je pense au Conseil économique, social et environnemental. À l'époque, le général de Gaulle, il avait voulu fusionner le Sénat et le CESE. 69. Et il avait même dû démissionner après, puisque les Français avaient dit non au référendum de 69. Il y avait 2 questions dans ce référendum, ce qui est peut-être une erreur. Une première question sur la régionalisation, et une deuxième question, effectivement, pour créer en fusionnant le Sénat et le Conseil économique et social, pour qu'on ait une chambre, une deuxième chambre qui représente les intérêts économiques. Donc diminuer le nombre d'institutions. Aujourd'hui, il y a non seulement l'Assemblée, le Sénat, le CESE, il y a aussi des conventions citoyennes, le Conseil national de la refondation également. Est-ce qu'il ne commence pas à y avoir trop d'institutions? Je suis complètement d'accord avec vous. On aurait pu éviter ce Conseil national de la refondation. Personne ne sait à quoi il ressemble. Alors on a voulu faire une analogie, une fausse analogie avec le Conseil national de la résistance, mais le Conseil national de la résistance, par définition, a été créé sous l'occupation, à un moment où il n'y avait pas d'institution représentative. Je dirais, à partir du moment où on a des députés et des sénateurs régulièrement et démocratiquement élus, il n'est pas utile de multiplier les autres instances, puisque ça brouille complètement le débat. Est-ce que c'est parce qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un débat qui arrive dans la société, trouver la bonne réponse? Je pense notamment à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Il faut pour cela donner le sceau des citoyens à travers des citoyens tirés au sort. Est-ce que c'était vraiment ça l'esprit de la Ve République? Non, moi je pense qu'il faut davantage consulter les Français. C'est ce qu'a fait De Gaulle d'ailleurs de son vivant, puisque il y a des référendums. Il a organisé énormément de référendums. On a complètement oublié que sous la Ve République gaulienne, il y a eu une demi-douzaine de référendums. Et chaque fois qu'il y avait un référendum, De Gaulle se mettait en jeu. Et d'ailleurs, le dernier référendum qu'il a perdu, il est parti immédiatement. Et c'est vrai que la pratique référendaire s'est diluée ces dernières décennies. Emmanuel Macron avait promis un référendum sur les questions écologiques.
Oui, mais alors le problème des référendums, c'est la manière dont la question a été posée. Parce qu'un sujet comme l'écologie, la lutte contre le changement climatique, c'est pas oui ou non. Enfin, je veux dire, il y a des multitudes de décisions à prendre. Donc, je ne suis pas sûr que le référendum soit la meilleure solution institutionnelle pour décider. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en 2023 et plus en 1958. Donc il y a eu des mutations formidables dans la société. Il y a une montée époustouflante et désolante de l'abstentionnisme électoral, peut-être davantage d'individualisme qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on se mobilise sur un sujet particulier, les retraites par en exemple, pour ou en contre, mais on ne se mobilise pas sur des questions d'intérêt général, d'où l'affaiblissement du rôle des partis qui sont squelettiques par rapport à ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Donc il faut vraiment trouver de nouvelles formes de consultation. Sur le terrain, les maires ou les présidents de département, comme je le suis, on sait organiser cette concertation. Par exemple, je vois en Savoie, on a créé un budget citoyen où chaque année, les Savoyards décident quel budget, quel projet ils veulent financer. Donc ça, on le sait le faire à l'échelon local. Malheureusement, on ne sait pas encore le faire à l'échelon national, mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Nous sommes avec Hervé Guémard, ancien ministre. Vous avez été reçu l'épée récemment à l'Académie des sciences morales et politiques. Une autre institution encore, l'Académie des sciences morales et politiques. On ne voit pas très bien ce que c'est. Ça appartient à l'Institut de France. C'est quoi cette académie? L'Institut de France regroupe 5 vieilles académies. L'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui traite de l'archéologie et de l'histoire moderne et de la littérature moderne. Et enfin, la petite dernière, c'est l'Académie des sciences morales et politiques qui, comme son nom l'indique, traite des sujets contemporains. Donc il y a des économistes, des philosophes, des historiens, des juristes, des sociologues et un certain nombre de personnalités telles que votre serviteur, qui est ni l'un ni l'autre, mais que ses pairs ont choisi pour siéger parmi eux. Il y a en ce moment la Convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que ce type de sujet, la fin de vie, ça peut rentrer dans le giron de cette Académie des sciences morales et politiques? Tout peut rentrer dans son giron. Par exemple, il y a 2 ans, non seulement l'Académie des sciences morales et politiques, mais également l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts se sont saisis de la question des éoliennes dans tous les aspects de cette question importante. Et en ce moment même, à l'Académie des sciences morales et politiques, nous avons un groupe de travail sur la fin de vie. Donc nous procédons à un certain nombre d'auditions de médecins, de philosophes, de juristes. Qui mènera un rapport Oui, qui mènera un rapport. Alors après, il y a moi je suis tout nouveau, donc je découvre cette maison, mais s'il y a un consensus, s'il y a un rapport qui est adopté en tant que tel par l'Académie en question, s'il n'y a pas de consensus parmi les membres, il peut y avoir des expressions plurielles de la part de ses membres. Et à titre personnel, quel regard vous portez sur le débat en cours sur la fin de vie et cet avis plutôt en faveur d'une évolution législative qui a été posée le week-end dernier? Je dirais, comme beaucoup de celles et ceux qui se penchent sur ce sujet, qu'on est sur un dossier infiniment complexe. Et je ne dis pas ça pour éluder votre question. Je crois qu'on doit avoir beaucoup d'humilité pour considérer cette question, puisqu'elle fait appel aux ressorts les plus profonds de l'âme humaine, que souvent d'ailleurs les opinions exprimées sont le reflet d'expériences personnelles, et qu'il est donc difficile de généraliser. J'ai été encore parlementaire quand la loi Claes-Leonetti a été adoptée. Il me semble qu'elle offre un cadre légal extrêmement utile. À ce stade de mes réflexions, je ne suis pas sûr qu'il faille évoluer sur le plan législatif parce que tout ne peut pas être dans la loi. Merci beaucoup Hervé Guémard, grand invité ce matin de RCF. Merci d'avoir été au micro ce matin.